Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à JDD du 16 novembre 2025, qui a le plaisir de recevoir sur le plateau Hamidou Anne. Hamidou, bonjour. Bonjour Mamadou. C'est tout le plaisir justement de ITV et de iRadio de vous recevoir sur ce plateau pour faire une longue incursion justement sur l'actualité, mais en même temps aussi ça déborde sur d'autres sujets de l'actualité générale. Hamidou, vous êtes connu sur le landerneau politique et sur le landerneau intellectuel comme étant un brillant sujet qui a mission de mener des réflexions très profondes, mais ce qui vous distingue également peut-être sur plusieurs plateaux auxquels vous participez. Vous êtes politiste de métier, vous êtes auteur et co-auteur effectivement de plusieurs ouvrages, mais en même temps aussi vous êtes un polémiste redouté, parce que vos réflexions sont souvent très fondées, parce que vous allez au cœur des sujets que vous développez. Pour une brève présentation de vous, vous êtes un élève breveté de l'ENA au Sénégal et je crois en France. Ce qui déjà peut-être constitue une alerte. Vous êtes également diplômé justement en communication politique à Paris 5, à Paris 4, autant pour moi, et aussi à Washington, à Mandela Washington Fellow en public management à l'université de Syracuse. Ces trois aspects peut-être déjà donnent une idée de qui vous êtes. Mais en même temps aussi vous êtes un fils de ce pays. Rien de ce qui se passe au Sénégal ne vous est étranger. On vous a vu sur plusieurs engagements. On vous a vu également porter la contradiction à chaque fois que vous sentez le besoin sans doute de réveiller un peu votre plume pour peut-être porter votre réflexion sur ces sujets-là. Donc Hamidou, être intellectuel en Afrique et être intellectuel au Sénégal, c'est une sinécure ou c'est une position privilégiée? C'est une responsabilité, Mamadou. Oui. Mais tout d'abord, vous remercier pour cette invitation dans la maison qui est la mienne. J'ai toujours un grand plaisir à revenir ici, où je ne compte finalement que des amis, des frères et des sœurs. Merci. Être intellectuel en Afrique, au Sénégal, c'est une responsabilité. Et on porte sa croix, et on porte son nom, et on porte ses convictions. Vous avez fait une partie de votre carrière aussi, même si vous êtes encore très jeune, vous avez fait une partie de votre carrière aussi dans l'administration. Vous avez été conseiller de plusieurs ministres, notamment le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Et vous avez fait également une haute incursion justement au niveau du PSE, le plan Sénégal émergent. Je crois qu'à ce niveau également, vous avez pu apporter votre lumière, n'est-ce pas, sur les différentes projections. Mais en même temps aussi, il m'a semblé que vous êtes aussi conseiller de gouvernement et d'organisations internationales. Oui, c'est ça, exactement. Bon, j'ai migré dans le secteur privé depuis mai 2024, après une carrière excitante dans l'administration. Mais à un moment donné, je suis toujours soif de savoir, désireux de défricher de nouveaux territoires intellectuels et épistémiques. Donc ces territoires-là, effectivement, sont aujourd'hui le secteur privé, où j'accompagne effectivement des organisations ainsi que des gouvernements sur des missions de stratégie et d'intelligence économique. Alors, le 3 février, c'est un point tournant, puisque vous rejoignez l'Alliance pour la République et vous vous voyez confier justement des responsabilités accrues par l'ancien président Macky Sall, qui vous met à la tête comme coordinateur effectivement de la cellule d'analyse et de prospective. Exact. Donc, le 3 février, effectivement, j'ai adhéré à l'Alliance pour la République. Et le 24 juillet, donc quelques mois après, le président Sall m'a fait l'honneur de me confier la cellule analyse et prospective, qui est une nouvelle création, qui est un peu un laboratoire d'idées interne au parti, interne à l'Alliance pour la République, avec une mission de réfléchir pour rénover le logiciel idéologique et politique du parti, mais aussi de construire des passerelles entre tous les espaces de pensée et de réflexion du pays, d'Afrique et d'ailleurs, afin que l'Alliance pour la République se nourrisse de ces espaces de pensée-là, afin de bâtir un nouveau projet axé autour de la matrice de la reconquête. Auteur et co-auteur justement de plusieurs ouvrages, dont Politisez-vous, décidément, en 2017, Pensez l'Afrique qui vient en 2019. Et puis il y a un sujet aussi intéressant que vous avez également eu à aborder, c'est Amadou Mahtar Mbow, Une vie, des combats. C'était en 2019. En 2019. Et puis Décentrer, déconstruire, décoloniser en 2020. Dialaw Project, c'est une pièce de théâtre. Oui, c'est parce qu'aussi vous êtes un amoureux justement des lettres et des arts. Mais Hamidou, vous êtes aussi un politiste affirmé et probablement aussi un polémiste très redouté. Nous allons revenir un peu sur cela pour voir un peu comment votre carrière s'est déroulée. Mais vous avez touché à la fois
à l'administration sénégalaise, en étant conseiller au ministère des Affaires étrangères. Vous avez également été dans l'administration de façon générale, conseiller politique du ministre des Affaires étrangères et conseiller diplomatique du ministre de la Culture, et en même temps aussi au PSE. Donc vous avez vraiment slalomé au sein de la haute administration. Vous avez également goûté justement à la presse pour avoir travaillé dans certains titres qui sont de réputation mondiale, notamment Le Monde, et puis aussi peut-être au quotidien entre 2021 et 2025. Ben, arrive 2025, février 2025, on voit cet intellectuel qui était vraiment une promesse pour ce pays, un mal de repères intellectuels, plonger justement dans la politique. Parce que le président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, vous a coopté ou bien vous a choisi pour vous nommer justement en poste stratégique au sein de la cellule de réflexion et de prospective. Ça, c'était en février 2025. Naturellement, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Nous allons y revenir. Présentement, dans notre pays, il y a une actualité qui domine. C'est qu'à la tête de l'exécutif, entre le président de la République et le Premier ministre, il y a eu des remous qui ont été diversement interprétés. Mais sans être dans une démarche partisane, l'intellectuel que vous êtes, doublé également peut-être d'une dimension peut-être très pragmatique, peut-être vous pourrez apporter des éléments de connaissance sur la façon dont il faut appréhender un peu ces remous, qui peut-être même à la limite souligne une dissonance ou une discordance entre le Premier ministre et le Président de la République. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup Mamadou pour cette invitation dans cette maison qui est également la mienne, comme chacun le sait. Je suis très heureux de revenir ici. Quelqu'un me souhaitait la bienvenue tout à l'heure. Je disais non, c'est peut-être moi-même qui devrais souhaiter la bienvenue aux gens qui pénétreraient cette porte. Effectivement, vous avez souligné une question importante. Il s'agit de bruit, désormais de remous, comme vous avez dit, entre les deux figures de l'exécutif. Sans rentrer effectivement dans des considérations partisanes, voire outrancières, je me réfère toujours à un document qui est essentiel dans la marche de la vie nationale, c'est-à-dire la Constitution. Et durant la première cohabitation en France, François Mitterrand avait eu une phrase que je trouve heureuse. Il avait dit « la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution ». Et elle règle finalement la Constitution, le fonctionnement des institutions du Sénégal et accorde finalement la place que tout un chacun devrait occuper dans le dispositif institutionnel, que ce soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. Et dans la Constitution, il est dit, article 42, que le président de la République détermine la politique de la nation. Article 53, le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, conduit la politique de la nation. Donc c'est une harmonie dessinée par la Constitution de la République du Sénégal, donc qui régit finalement le fonctionnement des acteurs qui gravitent autour des institutions de la République. Et si l'on s'en tient aux principes et aux règles de la Constitution, il ne devrait y avoir aucun problème. Parfait. J'ai volontairement omis de souligner un aspect justement sur votre bio, c'est que vous conseillez aussi des gouvernements et des organisations multinationales. Est-ce que vous êtes disposé à conseiller le gouvernement de Sonko? Il serait très incongru que je sois un opposant déterminé, radical. Et le mot n'est pas, radical n'est pas un mot outrancier, parce que radical, c'est la racine. Et en même temps, de conseiller ce gouvernement. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de travail avec les organisations effectivement publiques et privées avec lesquelles je travaille, que je pense qu'ils ont suffisamment de ressources en interne pour conduire la politique qui est la leur, parce qu'il serait incongru, encore une fois, de conseiller sur une politique auquel je ne crois absolument pas, parce que je considère qu'elle n'est pas la mienne. C'est une politique, en tout cas, dont j'ai vu les premiers éléments depuis 2016-2017, et elle ne m'a pas convaincu dans le sens des convictions qui sont les miennes, et peut-être nous y reviendrons. Mais charité bien ordonnée commence par soi. Est-ce que ça ne vous parle pas? Aujourd'hui, les responsabilités qui m'ont été confiées par le président Macky Sall, comme vous l'annoncez, sont très lourdes. Et elles amènent à travailler énormément au regard de mon travail, parce que je suis depuis 1 an et demi désormais dans le secteur privé. Et ce travail-là me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et me fait que je me déplace énormément. Ensuite, le travail politique qui est le mien, au service de la matrice de la reconquête, je pense que me suffit assez largement aujourd'hui pour mes journées qui ne sont pas suffisamment longues.
Alors, beaucoup se demandent aussi peut-être le président Macky Sall, comment il va et où est-ce qu'il est. Avez-vous des nouvelles de lui? Oui, le président Macky Sall va très bien. Il est chez lui à Marrakech et s'il ne voyage pas, dans le cadre de son agenda international, comme vous le savez, il a remplacé le secrétaire général Ban Ki-moon au Centre mondial pour l'adaptation climatique. Il siège aussi dans un certain nombre de boards de la Fondation Mo Ibrahim et récemment, il a aussi intégré le board de Richard Achas, associé qui est un grand cabinet de stratégie et d'affaires publiques. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans la promotion de l'ouvrage qu'il a sorti récemment. Donc il va très bien. Il avait habitué les Sénégalais quand même à un certain comportement assez distant, souvent silencieux, peut-être même taiseux. Mais récemment, il a fait une sortie, je crois que c'est à l'occasion de la montée effectivement du bureau exécutif national du secrétaire exécutif national. Ça n'a pas posé un peu de difficulté que le président l'ancien président de la République justement s'immisce un peu très vite dans les questions domestiques. Vous êtes un grand journaliste et vous avez une longue, très bonne, fine connaissance des arcanes politiques pour avoir produit beaucoup d'ouvrages. Et vous savez que traditionnellement, quand un chef d'État quitte la tête de l'État, il prend un peu de distance, un peu de champ. C'était le cas pour Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Ils ont pris du champ pour ne pas gêner leur successeur afin vraiment de lui permettre de s'installer. Le président Macky Sall a sacrifié à cette tradition non écrite, mais une tradition républicaine du Sénégal. Il a pris du champ pour s'installer au Maroc et dérouler un agenda international. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un homme politique. Il ne vous a pas échappé que c'est le président toujours de l'Alliance pour la République et le secrétaire exécutif national que vous venez de citer et se réunit sur convocation du président du parti. Et cet homme qui a pris du champ et qui était même dans une velléité au début vraiment de soutenir ses prédécesseurs, qui sont ses successeurs, pardon, son successeur, il n'y en a pas deux, c'est son successeur qui est aussi finalement un jeune frère en âge, fait l'objet quand même d'une cabale, d'une campagne de médisance, de calomnie, de propos très orduriers et très outranciers. Il a toujours gardé son calme, mais il n'en demeure pas moins encore que c'est un homme politique qui peut contribuer au débat politique, mais effectivement c'est un homme politique assez spécial parce qu'il a incarné 12 ans la magistrature suprême du Sénégal. Alors vous avez cité tout à l'heure l'Alliance pour la République. On s'aperçoit que Hamidou est maintenant à l'intérieur justement de l'Alliance et qu'il y occupe justement un poste prestigieux sur nomination du président Macky Sall. Et ne vous avait-il pas vu quand il était au pouvoir déjà? Nous ne nous connaissions pas très bien. Je l'ai vu la première fois en 2010, mais c'était très furtif. Nous avons eu un long entretien en 2022. Et depuis lors, nous échangeons régulièrement, mais presque jamais sur des questions politiques. Nous échangeons souvent sur des sujets de géopolitique, de géostratégie et des sujets d'économie, qui sont ces deux, avec l'énergie, ces trois grandes passions. Et donc nous ne nous connaissions pas vraiment. Mais il s'est trouvé que moi, j'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai toujours écrit, vous avez cité des ouvrages sur la politique. J'ai écrit des centaines de textes, donné un certain nombre de conférences, mais toujours dans une dimension effectivement d'intellectuel qui regardait ça de l'extérieur et dans une dimension d'analyse et de réflexion prospective. Il se trouve un moment que je me suis davantage engagé, non pas dans une formation politique, mais contre le projet qu'incarnait pour moi le PASTEF, parce qu'il était contraire à l'incarnation de la République et aussi, moi, à ma conception de la République, de la laïcité, de l'État et de la nation. Donc j'étais un intellectuel engagé contre le PASTEF et son projet populiste. Il se trouve qu'ils ont gagné, et étant démocrate, on reconnaît qu'ils ont gagné et qu'ils ont très bien gagné, ils se sont installés. Donc la cohérence voudrait que finalement que j'aille beaucoup plus loin peut-être dans mon engagement contre le PASTEF et je me suis engagé en politique. Certains me diront pourquoi l'Alliance pour la République. On y revient tout à l'heure. Effectivement, donc, mais c'est pour ça que je suis venu en politique. Voilà. Et voilà. JDD donc reçoit en ce 16 novembre 2025 Hamidou Anne, politiste, redoutable polémique, mais en même temps aussi coordinateur de la cellule d'analyse et de prospective de l'Alliance pour la République, donc l'APR. Revenons sur cette question, Hamidou. Que répondez-vous à ceux qui pensent effectivement que vous avez un compte courant?
J'ai toujours aimé ramer à contre-courant et d'ailleurs, il fait peut-être la destinée de certaines personnes, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Thomas Shakespeare, brillant écrivain anglais, disait ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Peut-être j'ai rêvé d'une société démocratique, d'une société libre, d'une société prospère pour le Sénégal. Donc j'ai toujours réfléchi effectivement sur la politique et sur l'Afrique et sur particulièrement le Sénégal. Donc ramer à contre-courant ne me dérange pas du tout. Si je suis toujours en phase avec les convictions qui sont les miennes, et je pense que j'ai tellement évoqué dans le débat public le sujet de la République que finalement je pense qu'il n'a échappé à personne que c'est ma conviction première. Donc ramer à contre-courant ne me dérange pas si je suis moi très cohérent avec mes convictions sur la République, la nation, la démocratie et l'État. Et parvenez-vous maintenant à combiner un peu toute la réflexion qui est celle que vous avez, celle à laquelle vous avez habitué un peu les Sénégalais, une réflexion de type intellectuel, et avec maintenant un engagement politique. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être conciliées? Non, bien sûr, c'est des choses qui peuvent être conciliées. Vous avez parlé d'intellectuel organique en citant effectivement Antonio Gramsci. Plus près de chez nous, il y a eu Babacar Sine, des figures comme Babacar Sine, l'homme de compromis historique entre le marxisme et la social-démocratie, la figure de Bara Diouf, Abdoulaye Elimane Kane, Aïssata Tall Sall, et je peux citer au pays Sémou Pathé Gueye du PIT, Abdoulaye Bathily, Iba Der Thiam. Donc le Sénégal a quand même eu une tradition d'intellectuels en politique et de politique qui marchaient sur leurs deux jambes, c'est-à-dire qui produisaient de la réflexion, mais aussi qui produisaient une pensée et une doctrine politique. Donc la politique, de mon point de vue, marche sur deux jambes. De la production intellectuelle, parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans idées, sinon elle est complètement désincarnée et inutile. On ne peut pas faire non plus la politique qu'avec des idées, parce qu'il faut aller sur le terrain et allier ces idées-là à une forme d'ardeur militante et à une présence sur le terrain. Donc moi, franchement, j'y arrive. Et d'ailleurs, j'ai fini 2 manuscrits entre-temps qui vont sortir éventuellement l'année prochaine. Donc j'arrive vraiment à concilier et avec des camarades. Et aussi le fait de m'installer au sein de la cellule analyse et prospective me permet toujours de rester dans ce cadre de la pensée, de la théorie politique et des idées. Oui, par les temps qui courent, la démocratie est un peu chahutée un peu partout. On voit arriver justement des régimes un peu plus forts, on reviendra un peu sur le concept, mais on voit également peut-être des figures qui sont qui ne souffrent pas de contradictions, qui ne souffrent pas de s'opposer, enfin de voir peut-être des opposants face à eux. N'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui la démocratie quand même peine à exister d'abord comme elle n'aurait jamais cessé de l'être, et ensuite que ces forces d'impulsion qui arrivent au niveau démocratique affaiblissent même la démocratie? Absolument. La démocratie est en crise partout. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'elle n'est jamais achevée, qu'elle n'est jamais parfaite et qu'elle est toujours à faire. C'est un processus qui finalement ne s'achève jamais parce que les forces réactionnaires, les forces antidémocratiques ne vont jamais lâcher prise et vont attaquer la démocratie. Quand on va beaucoup plus loin de nos frontières, quand on voit la Russie de Poutine, qui est un régime vraiment très fort, effectivement, où beaucoup d'espaces de respiration démocratique sont fermés. Quand on voit des régimes comme celui de Orban en Hongrie, l'Italie a connaît ces types de régimes-là. Et il y a la tentation en France d'un régime populiste, en tout cas d'un parti populiste qui est majoritaire en termes de nombre de députés au Parlement, mais qui aspire finalement à arriver au pouvoir. Et c'est devenu désormais, ce n'est plus invraisemblable que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Et on voit en Afrique le mythe de l'homme fort, qui s'incarne auprès d'une partie de la jeunesse africaine, déçue des politiques qui sont conduites depuis lors, déçue finalement que la démocratie ne puisse pas répondre de manière factuelle aux préoccupations qui sont les leurs en termes d'emploi, de sécurité, de justice sociale, de démocratie, de culture, de sport, et qui considère que vu que la démocratie a échoué et que désormais qu'il faut tester autre chose. On voit à côté Mali, Niger et Burkina Faso, des pays de l'AES, où des gens ont arraché le pouvoir de manière antidémocratique sous les vivas des foules. Et c'est quelque chose que l'on doit dénoncer et condamner, mais au-delà de la dénonciation, il faut aussi l'observer et l'analyser lucidement. Pourquoi les jeunesses considèrent qu'il faut applaudir des militaires qui viennent arracher le pouvoir, alors que tout un chacun désire quand même être dans une société démocratique, dans une société libre. Donc chez nous, les menaces existent, même si le Sénégal est un État très fort. Mais il faut se souvenir qu'il y a 3-4 ans, il y a eu des volontés. Il y a un parti politique qui a écrit un communiqué pour demander à l'armée de prendre ses responsabilités. C'était quand même très particulier. C'était nouveau qu'il y ait même une tentation finalement autoritaire de prise de pouvoir de manière illégale dans le pays, qui n'a pas été institutionnalisée, il faut le reconnaître, mais au sein des foules et de nombreux partisans de ces gens-là, il y a eu en tout cas des appels de ce point de vue-là. Mais Mamadou, la démocratie, elle n'est pas parfaite, mais c'est le moins mauvais système
Et c'est celle qui garantit la présence d'un état de droit, la garantie de la souveraineté populaire, mais aussi l'expression plurielle des libertés et des sensibilités de chacune et de chacun. Mais on remarque quand même que peut-être ces gens qui sont antidémocratiques utilisent les ressorts de la démocratie pour arriver au pouvoir. Et une fois qu'ils sont installés au pouvoir maintenant, ils tentent de détruire justement cette démocratie. C'est ça la différence. Ce paradoxe, comment peut-être... C'est ça la différence entre le populisme et un régime putschiste. Parce qu'un régime putschiste, effectivement, ne s'embarrasse pas de règles et de façons de faire. Des militaires arrivent, arrachent le pouvoir et dans le cas du Niger, prennent même en otage l'ancien président et lui donnent ordre de démissionner pour avaliser un coup d'État. Je parle de Mohamed Bazoum, auquel je transmets mes pensées les plus fraternelles. Au Burkina, c'est pareil. Dans d'autres pays, l'Afrique, en tout cas, a cette tradition, malheureusement, de coups de force. Les régimes populistes sont beaucoup plus dangereux de ce point de vue-là et beaucoup plus pernicieux parce qu'ils jouent sur le temps long de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éruption brutale antidémocratique avec des armes, mais il y a l'usage, effectivement, des infrastructures de la démocratie pour finalement, de manière très sibylline, de manière, mais par contre très schématisée, de gratter finalement dans les espaces des libertés et finalement les gens se réveillent un jour et se rendent compte qu'ils ne sont plus en démocratie. Et ça a un nom, ça s'appelle la démocratie illibérale. Où vous avez des illibérales. Il y a la démocratie libérale comme le Sénégal, il y a la démocratie illibérale. Je parlais de la Hongrie, je peux parler du Brésil de Bolsonaro, où il y a des médias privés. Il y a des partis politiques, mais les espaces de liberté, de respiration démocratique sont tellement restreints progressivement que l'on se réveille, on se rend compte qu'en fait, qu'une déclaration quelconque peut vous amener en prison. Et c'est ma crainte pour le Sénégal, l'instauration d'une démocratie illibérale, où finalement les gens commencent à se satisfaire que quelqu'un soit jugé en flagrant délit et non envoyé en instruction. Mais ils ne se rendent même plus compte finalement que cette personne ne devait même pas faire l'objet d'une convocation au poste de police. Alors Amidou, donc si on voit justement ces menaces rampantes, est-ce que nous sommes en sursis face justement à un essoufflement des volontés humaines? Nous sommes totalement en sursis et l'arrivée de Trump, pour moi, chamboule complètement l'esprit en fait, dans lequel on a vécu depuis le traité de Westphalie, la doctrine Truman et la chute du mur et l'avènement désormais de ce que Fukuyama a appelé la fin de l'histoire et un monde unipolaire dirigé par les États-Unis. Parce qu'on voit des choses quand même qui sont extraordinaires et que nous n'avions jamais imaginez voir, en tout cas ma génération. On voit un président d'un pays souverain être humilié dans le bureau ovale. On voit une remise en question de l'Alliance Atlantique où les États-Unis disent maintenant aux Européens, si vous voulez bénéficier du parapluie militaire, il faut hausser vos dépenses militaires jusqu'à 5% de votre PIB, sinon nous ne vous protégerons plus. Et on voit aussi un renversement d'alliance de la part de Donald Trump qui s'allie finalement, en tout cas, qui fait mine de s'allier à la Russie au détriment de ses alliés traditionnels. Et nous voyons en Afrique 3 États se lever et faire sécession de la CEDEAO et beaucoup finalement aussi de militants sur les réseaux sociaux prendre de l'argent de puissances étrangères pour véhiculer des messages complotistes et des messages de manipulation et de désinformation. Donc effectivement nous sommes en sursis, d'où Mamadou, la responsabilité qui incombe aux acteurs politiques sénégalais, aux partis politiques, à concevoir qu'au-delà de nos différences et de nos divergences, il y a la République à sacraliser parce que quand tout sera perdu, nous n'aurons qu'à nous raccrocher qu'à une seule chose, à la République démocratique, sociale et laïque. Alors donc, que faire? Que faire? Vous posez la question qu'avait posée il y a plus d'un siècle un vieux militant communiste, Lénine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, c'est une question fondamentale. Là, je vois beaucoup de débats sur la souveraineté, etc. Mais la souveraineté commence par la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple sénégalais et c'est effectivement au peuple sénégalais de conférer ses compétences, ses responsabilités à des gens qui vont l'incarner dans les institutions. Il s'agit de la démocratie représentative qu'il faut davantage ancrer. Il y a beaucoup de tentations de démocratie directe, le référendum d'initiative populaire. Moi, je suis assez méfiant de ces choses-là. Je suis plutôt attaché à la démocratie représentative parce qu'elle permet une respiration démocratique sans aller vers du désordre. Deuxième chose, il faut, pour moi, sacraliser, il faut l'éducation nationale. Il faut investir davantage sur l'éducation nationale parce que si nous ne concevons pas des ingénieurs, des philosophes, des mathématiciens, des scientifiques, etc., nous pouvons beau avoir une ambition, mais nous n'aurons pas un socle humain suffisamment puissant pour porter cette ambition de développement national. Autre chose, il faut moderniser le logiciel de la démocratie sénégalaise. La démocratie est malade. Parce que ce qu'on reprochait à l'ancien régime et qu'on a reproché à Wade et à Diouf, on va finalement, mais de manière là beaucoup plus parlante quand même, ces choses-là se faire. Je trouve, Mamadou, qu'on emprisonne les gens trop facilement au Sénégal.
je trouve que la liberté est progressivement en train de disparaître dans notre pays parce qu'un mot peut conduire quelqu'un en prison et surtout en instruction pour quand même des accusations qui me semblent parfois extrêmement légères. Que faire? C'est de considérer enfin que nous sommes entourés par un cercle de feu. Et que quand tu parles des Sénégalais de Bamako, vous avez l'impression que le Bamako n'existe pas alors que c'est notre premier partenaire commercial et qu'aujourd'hui, ils sont fermés à l'océan et que même le carburant, enfin beaucoup de produits en tout cas, quitte le port du Sénégal, transite vers de Dakar, transite vers l'Interland pour aller à Bamako. C'est de prendre conscience que nous sommes dans une entité plus vaste que la nôtre, c'est-à-dire l'UEMOA, puis la CEDEAO, et considérer que le Sénégal n'est pas un îlot séparé de ses voisins. Alors, autrement dit, quand on constate un peu peut-être la réflexion que vous venez de faire, les régimes forts sont à redouter parce que peut-être ils sont ambigus ou quoi? Moi, je préfère les institutions fortes à des hommes forts. À la Obama, des institutions, parce que nos institutions sont extrêmement fortes. Et c'est ce qui nous a protégés. Peut-être parce que je vois peu de pays, je ne vais citer personne, mais je vois peu de pays qui auraient résisté comme le Sénégal après les événements de 2021 et de 2023 et avant les événements de 88, de 94 et de 68. Donc nous avons des institutions très fortes. Quand le président Macky Sall, avec sa majorité, certes très tenue à l'époque, avait souhaité reporter la présidentielle, le Conseil constitutionnel s'y est opposé et le président Macky Sall a fait publier un communiqué pour dire qu'il se soumettait à la volonté du juge constitutionnel. Donc moi, je préfère les institutions très fortes parce que les hommes passent. Nous ne sommes finalement que des simples mortels. Cet État a été incarné par Senghor. Aujourd'hui, il est incarné par M. Faye. Donc les hommes passent et nous devons sacraliser les institutions. Donc JDD du 16 novembre 2025 reçoit Hamidou Anne. Hamidou, passons maintenant peut-être au volet social. On assiste peut-être à beaucoup de fragilité, à beaucoup de vulnérabilité. Sans doute, il y a une liaison avec l'économie qui est peut-être un peu pique du nez et n'arrive pas peut-être à être plus vigoureuse. Si on regarde tout cela de très près, quelle lecture avez-vous sans doute de ces fragilités qui peuvent peut-être à la limite même déboucher justement sur des colères collectives aussi? Effectivement, nous sommes en face de fragilités et si rien n'est fait, ces fragilités malheureusement peuvent induire de la colère et la colère charrier à des bouleversements qui peuvent parfois être irréversibles. Parce qu'on a vu récemment à Madagascar, on a vu les chamboulements qu'il y a eu ici au Maroc et la question sociale, elle est importante. Malheureusement, j'ai l'impression que dans les débats politiques, publics sénégalais, les hommes politiques ne parlent souvent que des questions démocratiques, des questions politiques, souvent des questions d'infrastructure, à savoir les élections. Or, la question sociale, elle est essentielle. Parce que le véritable problème aujourd'hui dans le monde, dans la mondialisation, ce sont les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des pans de l'humanité qui profitent de la mondialisation, ce qu'on appelle les élites de la mondialisation heureuse, mais il y a des milliards de gens aujourd'hui qui sont complètement laissés de côté. C'est une déconnexion. C'est une déconnexion, c'est une distorsion même. Distorsion totale. Et cela peut charrier des crises. Ce n'est pas par hasard que toutes les grandes révolutions dans l'histoire ont commencé par la question des impôts, la question de la fiscalité. Donc les inégalités sont essentielles, les inégalités sont importantes, elles continuent à se creuser et le moment d'incertitude économique dans lequel on se trouve avec notamment cette histoire de dette, de déficit, cet tarissement un peu des investissements et ce blocage finalement du Sénégal parce que l'économie est complètement à l'arrêt, les raisons sont nombreuses, on y reviendra certainement, mais génère de la frustration, génère de la colère et la colère effectivement peut déboucher sur des déflagrations. On a comme l'impression que ces vulnérabilités et ces fragilités n'ont pas de porte-parole, n'ont pas de porte-voix pour essayer peut-être quand même de se rendre audible auprès justement des décideurs. Et ça, avez-vous le sentiment peut-être que les intellectuels sont peut-être un peu en retrait ou à défaut peut-être ont quand même renoncé à une de leurs missions fondamentales, c'est-à-dire de plaider les causes populaires? C'est une question très importante parce que si la contestation n'a pas de visage, elle est dangereuse parce qu'elle peut s'incarner n'importe où et par n'importe qui et par même des gens qui ne feront pas de preuve de responsabilité. C'est le champ politique effectivement d'individus complètement particuliers, disons, parfois étranges et au dessin très brumeux dont on ne comprend pas trop le comment du pourquoi. Et d'où effectivement une société qui marche sur ces deux jambes, c'est-à-dire une alliance entre les forces politiques organisées et les corps intermédiaires, à savoir les syndicats, les mouvements citoyens, le mouvement associatif comme le mouvement Nawetan par exemple, ou les forces organisées comme à l'université. Il y a un problème à ce niveau-là, parce que les universitaires, beaucoup d'universitaires sénégalais, ont tellement pris parti ces dernières années qu'elles sont aujourd'hui
délégitimés par les faits pour prendre la tête, en tout cas pour prendre la parole de la contestation et prendre la tête un peu d'un vrai mouvement contestataire mais organisé et structuré. Et je trouve que c'est dommage. Et je trouve que beaucoup d'intellectuels d'université sont allés un peu trop loin dans le caractère partisan et cela les délégitime. Le deuxième point, c'est les organisations politiques. Malheureusement, nous ne travaillons pas assez. C'est peut-être conscient d'ailleurs de ce fait-là que nous avons monté à l'Alliance pour la République la cellule analyse et réflexion. Nous ne travaillons pas assez sur les véritables urgences des citoyens. La question de l'emploi. Nous sommes à 20% de taux de chômage au Sénégal, c'est énorme, sur une population dont 70% n'a pas 35 ans. L'école aujourd'hui forme entre 200 et 300 000 personnes, mais le marché n'offre quasiment que 10% en termes le marché de l'emploi en termes en tout cas de potentialité. L'industrialisation est en arrêt. Et de manière générale, il y a même la question du sens. Est-ce que les Sénégalais, les jeunes Sénégalais aujourd'hui, trouvent que leur vie dans le pays a du sens? La question du sens, parce qu'elle est très importante. Quand tu sens un sens à ta vie, que tu te lèves le matin, effectivement, bâti une portée, avoir une portée. Et d'où, effectivement, la tragédie de l'immigration irrégulière, avec tous les jours des pirogues qui vont à l'assaut des océans. Donc nous sommes dans un moment particulier. Malheureusement, il y a un silence, moi, qui m'inquiète. Parce que si la société ne parle pas, si la société ne rugit pas, mais que ce rugissement-là soit constitutionnalisé, soit en tout cas s'incarne à travers des médias, des syndicats, des associations, la contestation un jour peut exploser et que le gouvernement n'aura rien à faire, ne pourra rien faire, pardon. Je relève votre saillie vis-à-vis justement des universitaires, mais il peut vous répliquer aussi qu'Amidou est également aujourd'hui encarté, politiquement parlant. Oui, mais moi je m'assume. Non, je veux dire, de ce point de vue, ils vont dire, bon, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Autrement dit, peut-être, bon, maintenant, il faut qu'il y ait la réintroduction d'une figure emblématique justement de l'universitaire, de l'intellectuel, pour incarner aussi certaines aspirations populaires et surtout les refléter parce qu'il faut qu'elles aient une voix audible et très tranchante pour parler en leur nom. Oui, mais moi je pense qu'il serait malvenu de ma part de critiquer qui que ce soit. J'ai pris ma carte conformément aux convictions qui sont les miennes, c'est-à-dire la défense de l'état de droit, de la République, de la liberté, de la démocratie. Mais moi j'ai vu des universitaires défendre un homme politique qui refuse de déférer à la convocation d'un magistrat. J'ai vu des universitaires défendre un homme qui accuse une jeune femme de gonon victime d'AVC. J'ai vu des universitaires défendre un parti politique qui publie le 1er juin 2023 et il le réitère le 2 juin 2023, deux communiqués pour appeler l'armée à prendre le pouvoir. Et j'ai vu des universitaires défendre le saccage et l'incendie de l'université de Dakar, qui est accessoirement juste leur lieu de travail. Moi, je considère que ce sont ces gens qui se sont mis en marge de la République au nom d'intérêts partisans, d'intérêts claniques. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux, aujourd'hui, occupent des fonctions au sein de l'administration, ce qui quand même justifie peut-être pour eux le fait d'avoir soutenu des propos outranciers et des actes graves vis-à-vis de la République. Si on s'attarde sur la notion de pouvoir, sur le concept de pouvoir, on s'aperçoit que beaucoup de monde n'a dit que justement sur le pouvoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une façon de délégitimer un peu cette aspiration-là, ne serait-ce que pour rendre simplement le pouvoir perceptible par les humains et qu'il y a d'autres relais de pouvoir qui auraient pu peut-être intéresser également une bonne partie justement de l'opinion. Tout à fait. Nous sommes obnubilés par le pouvoir et jamais, souvent, nous nous posons la question de pour faire quoi. Merci. Parce que la bataille politique, elle est rude, elle est hardie, elle est parfois terrible et terrifiante même pour la conquête du pouvoir. Mais nous ne nous posons pas la question souvent de l'exercice du pouvoir. Pourquoi en fait cherche-t-on le pouvoir? Pourquoi? Pour changer complètement la vie des citoyens, radicalement, pour améliorer la vie des citoyens, pour transformer la vie des gens, pour qu'il n'y ait plus des dizaines de milliers d'enfants qui mendient pieds nus dans la rue, le phénomène des talibés dont quasiment personne ne parle, pour améliorer le sort des femmes en luttant sur les inégalités de genre, et notamment une catégorie de la population dont on parle très peu, mais pour moi, je suis très soucieux, il s'agit des mères célibataires, souvent qui sont empreintes qui vivent dans certaines difficultés morales, financières, assez difficiles. Il s'agit aussi de prendre le pouvoir pour démocratiser davantage l'école. Mamadou, nous ne pouvons pas bâtir une société de prospérité et d'émergence si nous avons 54% des Sénégalais qui sont analphabètes, voire 7 Sénégalais sur 10 n'ont pas de qualification. C'est illusoire de penser bâtir une société de prospérité comme ça. Donc effectivement, la question du pouvoir, parce que le pays doit être gouverné,
Parce que nous sommes une société organisée, donc il faut toujours qu'il y ait des gens qui gouvernent, mais il faut que fois. Et puis il faut aussi couper ce lien un peu classique, naturel, d'enrichissement dans les cercles du pouvoir pour faire en sorte d'apaiser finalement la société politique en apaisant la fonction de conquête et d'exercice du pouvoir et en faisant du pouvoir finalement un levier, non pas pour se servir, mais pour servir. D'où moi j'aime beaucoup le mot service public, servir le public, servir nos concitoyens. Votre incursion justement dans l'éducation est assez intéressante. Restons-y un peu, parce que quand même aussi l'éducation c'est aussi un lieu de savoir. Mais pourquoi ne pas peut-être augmenter les moyens pour faire justement de l'éducation un lieu non seulement de savoir, mais également un lieu de pouvoir? C'est fondamental. C'est fondamental. Nous ne pouvons pas bâtir une société dans laquelle l'éducation est un peu laissée à la marge. Il faut saluer quand même que depuis Maître Wade, il y a beaucoup d'efforts ont été faits pour quand même augmenter les budgets en matière d'éducation. Le président Wade a construit 2 centres universitaires régionaux, les CUR de Bambey et de Ziguinchor, je crois. Le président Sall a lui construit 7 universités. Maintenant, les infrastructures sont là. Il faut que nous améliorions peut-être la qualité de la formation pour bâtir des Sénégalais compétents, bâtir des Sénégalais soucieux de l'avenir de la nation et bâtir des Sénégalais aussi que le monde va s'arracher. Parce que moi, je suis assez parfois mitigé sur le fait qu'on donne injonction aux Sénégalais de rentrer chez eux. Moi, je considère qu'il n'y a qu'aux Africains qu'on dit ça. On ne dit jamais en français, tu vas rentrer chez toi, servir ton pays, en britannique, en américain. On considère que c'est normal de voir un Britannique qui travaille en Australie, qu'un Néo-Zélandais qui travaille au Danemark. Mais les Africains reçoivent cette injonction de rentrer chez eux. Moi, je considère aujourd'hui qu'un Sénégalais ingénieur ou spécialiste de l'IA qui travaille au Ghana, qui travaille en Ouzbékistan, c'est un ambassadeur de notre pays qui va vendre notre pays. Et dernière chose sur l'éducation, nous avons quand même fait beaucoup d'efforts sur l'inscription des jeunes filles à l'école. Là où on a encore un défi à relever, c'est sur le maintien des jeunes filles à l'école. Et aussi, autre effort que nous devons faire, c'est l'enseignement technique. Le président Sall a fait beaucoup d'efforts sur l'enseignement technique et professionnel parce que tout le monde n'a pas vocation à aller faire un master, un doctorat. Il y a certains qui doivent, après le brevet, faire peut-être une formation qualifiante, si en tout cas c'est leur voie. D'autres, après le bac, qui doivent faire des bac plus 2 rapidement. Voilà, moi je salue vraiment les ISEP par exemple, pour moi qui sont l'une des meilleures réalisations du président Sall. Mais en tous les cas, cette société a besoin de bâtisseurs, pas d'insulteurs, et les bâtisseurs, on les forme dans l'école républicaine. Est-ce que soustraire le pouvoir à l'emprise de l'opinion, c'est une façon de renforcer aussi le pouvoir? Il y a ou de l'affaiblir? Le pouvoir ne peut pas être hermétique finalement à l'opinion parce que le pouvoir est délégué. Je disais tout à l'heure que le peuple souverain est détenteur finalement de la légitimité, de la souveraineté, et il le confère à des gens pour exercer le pouvoir et les change, en tout cas peut les changer ou les confirmer tous les 5 ans, en tout cas pour les députés et le président de l'Assemblée nationale. Donc il faut écouter effectivement la respiration de l'opinion. Il faut que ceux qui gouvernent n'aient pas finalement une ligne de fracture avec ceux-là qui sont gouvernés, parce qu'il faut les écouter. Et l'une des, vous parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion tout à l'heure à Lénine. Lénine dit que le moment pré-révolutionnaire, c'est quand ceux d'en bas ne peuvent plus, ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus. En revanche, il faut que ceux qui gouvernent fassent preuve de courage. Toutes les respirations de l'opinion ne sont pas bonnes à entendre. Tout ce que l'opinion dit, l'opinion censée être majoritaire dit, ne doit pas être appliquée. Parce que quand on gouverne, on a sur ses épaules la responsabilité de conduire un pays sur peut-être 5 ou 10 ans, mais vos décisions peuvent avoir un impact sur plusieurs siècles. Donc ce n'est pas parce qu'une opinion dit oui, il faut arrêter M. Ndiaye, l'amener en prison qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'une opinion dit que les magistrats sont corrompus qu'il faut aller dire dans un meeting que les magistrats sont corrompus. Ce n'est pas parce qu'une opinion dit qu'il faut mettre de l'argent chez nous au Fouta et non pas à Ziguinchor qu'il faut le faire. Donc il faut aussi assumer sa responsabilité quand on gouverne parce qu'on est élu pour exercer le pouvoir, pour assumer ses responsabilités. Indépendamment de cela, peut-être il y a des gens également qui préconisent qu'un pouvoir doit être charismatique. Est-ce que ça suffit justement pour simplement peut-être emporter les suffrages des gens sans qu'il y ait par-dessus tout maintenant des réalisations qui tentent de moderniser la vie démocratique?
peut-être même d'améliorer l'ordinaire des populations. Oui, c'est dans la classification weberienne des types de pouvoir qui s'incarnent la légitimité traditionnelle, la légitimité légalo-rationnelle et la légitimité charismatique. Moi, je me méfie des hommes censés être forts. Je pense qu'au moment où nous nous trouvons, notre démocratie a besoin d'être modernisée. Il faut qu'on accorde beaucoup d'importance à la décentralisation. Le Sénégal, heureusement, est un pays précurseur avec les deux grandes lois de 96, la 9606 et la 9607 en matière de décentralisation. Et aujourd'hui, la modernité, d'ailleurs, va vers moins de centralisme démocratique et beaucoup plus de pouvoir aux collectivités territoriales parce qu'elles sont... appelé l'équité territoriale. Exactement, parce qu'elles sont au cœur, finalement, de la respiration des citoyens, parce qu'elles sont très, très proches, finalement, des citoyens dans leur bassin de vie respectif et que pour régler des problèmes en matière d'équité, en matière de justice sociale, en matière aussi d'égalité, je pense que les moyens d'intervention de l'État doivent être davantage rapprochés des entités, en tout cas rapprochés des populations. D'où d'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réforme l'administration territoriale, qui fonctionne encore d'ailleurs selon les vestiges un peu du commandement territorial. D'ailleurs, parfois on utilise ce nom, commandement territorial. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être réformer les gouvernances, réformer les préfectures et en faire finalement des leviers d'impulsion d'un pouvoir déconcentré et dans une forme d'alliance républicaine avec les entités décentralisées, qu'on maximise et qu'on mutualise les moyens d'intervention de l'État au plus près des communautés dans leur bassin de vie respectif. Sans pourtant perdre de vue également qu'il y a un détenteur de pouvoir. Ah, absolument, bien sûr, parce que c'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui a prêté serment devant le juge du Conseil constitutionnel pour exercer le pouvoir. Mais c'est certes quelqu'un qui exerce le pouvoir, quelqu'un qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui est dépositaire de la légitimité populaire, mais le pays ne lui appartient pas. On a confié à un président de la République le pays pour 5 ans. Cela ne veut pas dire qu'il peut prendre toutes les décisions qu'il souhaite. Il y a un mur, une frontière légale, mais il y a aussi quelque part une frontière juste érigée par les limites de la décence et de la dignité dans l'exercice du pouvoir. Alors, je voudrais bien vous entendre aussi peut-être bon, sur les anti-pouvoirs, enfin, sur les contre-pouvoirs. Les médias en sont. Est-ce que, selon vous, les contre-pouvoirs également doivent exister dans un système démocratique? Ah, absolument, c'est fondamental. Et quelle est la fonction justement de ces contre-pouvoirs? Parce que tout homme à qui on confie le pouvoir a tendance à abuser du pouvoir, à exagérer du pouvoir. D'où l'importance, effectivement, qu'il y ait des leviers qui puissent arrêter le pouvoir. Et d'ailleurs, la séparation du pouvoir chez Montesquieu, le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire, qui se contrôlent mutuellement et forment une sorte un peu d'équilibre de la symbiose. Mais au-delà du pouvoir institutionnel, il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, en l'occurrence les syndicats. Nous sommes un pays qui a connu de grands leaders syndicaux, les Madia Diop, aujourd'hui Mori Guiro, Iba Ndiaye Diadji, Feu Iba Ndiaye Diadji, Mamadou Diouf, etc. Donc, les syndicats ont joué un rôle important. D'abord, avant même l'indépendance, puis après. Nous avons connu de grandes centrales syndicales qui ont été précurseurs de grandes transformations pour les droits moraux et légaux et physiques des travailleurs. Mais aussi nous avons un mouvement associatif, un tissu associatif très dense. Le Sénégal a la particularité d'être un pays où, dans les coins les plus reculés, il y a une équipe de foot. Il y a une ASC, Association sportive et culturelle, les zones, les ligues, les navétanes. Pour moi, nous ne nous appuyons pas d'ailleurs, de mon point de vue, suffisamment sur ce levier parce qu'il existe partout. Et un Sénégalais peut ne pas avoir de parti politique, il peut ne pas avoir de confrérie, mais il a une ASC, en tout cas chère à son cœur. Autre chose, il s'agit des médias. Grande problématique. Les médias, ce n'est pas seulement un contre-pouvoir, à la limite, c'est un pouvoir. On a tendance à dire finalement que c'est un quatrième pouvoir, même s'il y a un débat, notamment mon maître Francis Yech et d'autres disent que oui, ce n'est pas un pouvoir. Mais bon, en tous les cas, les médias ont joué un rôle fondamental dans l'approfondissement de la démocratie sénégalaise. Et dans le monde, mais surtout au Sénégal. Tout le monde se souvient de l'année 2000 où il y avait une innovation, où le groupe Walfadjri, je vais le citer, avait donné des téléphones portables aux animateurs, à tout le monde, était mobilisé pour donner les résultats en temps réel. Et toutes les grandes avancées dans notre pays ont été symbolisées par la présence des médias, avec aussi les organisations qui fêtières finalement, qui réunissent ces groupes de presse. Aujourd'hui, les médias sont dans une situation un peu tendue, un peu compliquée, et je souhaiterais vraiment que cette parenthèse malheureuse se referme pour que les médias puissent jouer à nouveau pleinement le rôle qui est le leur dans l'approfondissement de la démocratie, mais aussi la transmission des valeurs. Parce que nous sommes dans une crise morale, nous sommes dans une crise systémique en termes de valeurs et de moralité, et aussi presque de dignité du débat public. Et je pense que si les médias sont suffisamment forts, animés par des professionnels, nous pouvons un peu protéger des espaces, en faire des espaces sacrés, et non plus à la merci de tout un chacun.
si on fait une bifurcation justement dans l'opposition aussi, on peut s'apercevoir qu'en vérité, elle est un peu à fond. Peut-être qu'elle en est encore à l'organisation. Mais quand on regarde la conjoncture politique en ce moment, on s'aperçoit que peut-être l'idée d'alliance refait surface. On a comme l'impression que c'est un jaillissement dans l'espace politique où les gens peut-être sont sur des coalitions. Alors que peut-être pour l'instant, ce qui prévaut, c'est peut-être un régime qui s'est installé, qui a une majorité, qui a l'exécutif et qui devrait peut-être dérouler un peu son programme si jamais le programme est partagé par les Sénégalais. Et non être justement dans des alliances, c'est comme si peut-être il y a une échéance qu'on prépare et c'est maintenant qu'on peut la préparer alors qu'on devrait être justement à l'exécution justement des tâches attendues, surtout par les nombreux Sénégalais. Il y a un mot qu'il faut prendre en compte, il s'agit de sidération. Et dans les deux camps, je pense que le pouvoir a fait face à une sidération quand il a gagné, comment il a gagné, et qu'ils se sont rendus compte, malheureusement pour eux, qu'ils n'étaient pas préparés à exercer les responsabilités gouvernementales. Il y a aussi une sidération du côté de l'opinion, de l'opposition, pardon, parce que personne ne s'imaginait ce qui s'est passé le 24 mars et toute la séquence un peu précédente se passait. Mais Mamoudou, vous savez que le seul candidat qui a gagné dans son bureau de vote, c'est M. Faye. Les 18 autres ont été battus dans leur bureau de vote. Donc il y a aussi un sentiment de sidération où personne n'a compris. Un sentiment de choc, un sentiment un peu d'hystérèse, c'est-à-dire un choc post-traumatique, et que c'est normal que les appareils d'abord accusent le coup, ensuite se réorganisent. Mais moi, j'ai une conviction en termes d'alliance. Pour moi, elle est nécessaire dans une opposition, mais elle n'est pas forcément vitale. Elle est nécessaire parce que aucun parti ne peut gagner seul désormais une élection et que les partis doivent s'allier. Mais s'allier comment? Pas autour de figures. Parce que nous sommes contre le pouvoir qui est là, nous nous allions, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Yewwi Askan Wi, les gens se sont alliés sur la haine ou la contestation, disons, de Macky Sall, et ils se sont rendus compte le lendemain qu'en fait, tous les séparés, qu'ils n'étaient d'accord sur absolument rien du tout. Il faut, de mon point de vue, que les partis travaillent en leur sein, se refassent la cerise, comme on dit trivialement, pour ensuite aller plus vers une dynamique progressive d'alliance. Certes, les idéologies ne sont pas mortes, mais elles sont un peu affaissées. Mais de mon point de vue, il y a un certain nombre il y a un socle de valeurs, il y a un certain nombre de préoccupations dans lesquelles un certain nombre de partis politiques ou de mouvements peuvent s'entendre pour ensuite aller vers une alliance électorale. Parce que malheureusement, nous sommes emprisonnés par le calendrier électoral au Sénégal. À chaque élection, le lendemain, on repart finalement vers la prochaine et les alliances se forment et se déforment. D'ailleurs, c'est le cas de la majorité actuelle où on voit que le bruit que l'on entend, les remous, sont partis d'une affaire de coalition entre deux dames apparemment qui chacune a un bout de la coalition. Mais est-ce que nous sommes prisonniers quand même? Et ça c'est le système électoral, je pense, qui fait ça. 5 ans c'est très court. C'est le système électoral sénégalais qui fait que les appareils politiques, les logiques des organisations sont des logiques électoralistes mais pas des logiques de fond. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de la sécurité à nos frontières? Est-ce qu'on parle de l'éducation nationale? Les droits des femmes, est-ce qu'on en parle? La question de la culture, est-ce qu'on en parle? La question du sport, avec les résultats brillants de notre équipe nationale, est-ce que l'économie en tire suffisamment profit? Est-ce qu'en termes juste d'économie créative, qui est moi un sujet sur lequel je réfléchis souvent, est-ce que le Sénégal fait suffisamment de country branding, vend suffisamment son pays pour attirer des investissements et des capitaux à travers les leviers de la culture et du sport? Moi, j'ai écrit une pièce de théâtre qui a tourné pas mal à Paris, Luxembourg et un peu dans certaines villes allemandes. Mais effectivement, et ça parlait du Sénégal. Mais je pense que nous avons suffisamment de dramaturges, d'écrivains, d'artistes qui peuvent constituer, de mon point de vue, un levier pour attirer massivement des capitaux dans notre pays. On a très peu entendu, puisqu'on parle de l'opposition, on reste un petit moment quand même là-dessus. On a très peu entendu l'opposition par rapport à des urgences d'ordre national. Je pense aux inondations dans le nord et à l'est du pays. Je pense peut-être à cette pollution peut-être du fleuve Sénégal avec le cyanure ou les autres poisons. Mais est-ce que l'opposition, plutôt que de se contenter simplement d'être dans une posture d'opposition au régime actuel, ne devrait pas être dans une sorte de narratif, aller expliquer, aller voir, tâter du terrain, revenir peut-être pour essayer de partager ça avec la grande masse, avec l'opinion. C'est-à-dire en décrivant ce qu'ils observent un peu sur place et revenir peut-être pour être les incarnations justement de ces malheurs. Mais on a comme l'impression peut-être que l'opposition se détourne un peu de ces réalités, les saisit simplement au volet pour peut-être les amplifier et ça suffit à son bonheur. Alors qu'en vérité, une immersion aurait pu peut-être donner à l'opposition une connaissance beaucoup plus intime de ces difficultés-là. Sur cette question, moi je parlerai davantage de l'Alliance pour la République pour ne pas
a, en tout cas, créé un crime de lèse, camarade de l'opposition, en tout cas partenaire de l'opposition. Mais je pense, nous en parlons. Nous avons parlé de Batam, de Bakel, nous avons parlé des inondations de Touba. Nous avons parlé aussi d'un sujet qu'on n'évoque pas souvent. C'est les bourses de sécurité familiale qui sont à l'arrêt depuis que le nouveau régime est arrivé, et c'est 350 000 familles quand même qui en bénéficient. Nous parlons beaucoup d'économie, nous parlons de la dette. Vous savez que, enfin, vous le savez parce que vous êtes spécialiste du sujet, depuis juin 2024, le bulletin statistique sur la dette n'a pas été publié par le gouvernement, ce qui quand même génère une forme d'opacité, en tout cas dans la manière dont nos comptes publics sont gérés. Par contre, l'erreur que l'opposition parfois commet, et je prends ça pour moi et pour les camarades, c'est que nous nous laissons divertir souvent par le PASTEF, qui est un parti très familier des débats de faits divers. Il faut que nous, l'opposition, que nous restions sur des débats de fond et que nous arrêtions de tomber dans le piège du fait divers. Nous avons un Premier ministre qui aime beaucoup parler de faits divers et parfois, très vite, comme il attire beaucoup la lumière sur lui, nous devenons des commentateurs de faits divers. Or, je considère que le Sénégal a tellement de défis. Nous avons tellement d'enjeux nationaux, régionaux et internationaux qu'il y a aussi des personnalités d'envergure dans cette opposition, des anciens ministres d'État, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens ministres, que nous devons quand même faire attention, et votre perception est importante à prendre en compte, de ne pas verser dans le fait divers et de parler des préoccupations des Sénégalais. Le pouvoir d'achat, la sécurité, la justice sociale, les inégalités, les droits des femmes, la jeunesse, l'emploi sont des questions de mon point de vue essentielles qui appellent à une réflexion de fond. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi dans la cellule analyse et prospective où nous produisons beaucoup de notes. D'ailleurs, la dernière note que nous avons produite, personne n'en parle, c'est sur le climat. Dans le cadre de la COP30 APLM, la cellule que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger a produit une note sur le sujet. Ok, mais envoyez-nous cette note-là. Nous allons vous l'envoyer. Sur la question de la dette, Hamidou, le Premier ministre a révélé une chose, c'est-à-dire la situation justement d'une dette cachée, qui peut-être, bon, du point de vue de la terminologie, pose problème, puisque l'institution fêtière, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, n'a pas tout de suite relayé effectivement ce concept-là, qui n'est pas d'ailleurs encore très clarifié du point de vue justement de sa signification économique ou financière. Mais qu'à cela ne tienne, quand même, cette révélation du Premier ministre entache un peu le régime précédent. Comment avez-vous vécu intramuros cette difficulté? D'abord, ce n'est pas de mon point de vue une révélation, c'est une accusation. Parce que révéler, c'est montrer au monde ce qui était caché. Or, rien n'est caché. Mais d'abord, intramuros, c'était un choc. C'était un choc parce que je n'ai jamais vu un Premier ministre qui dispose de l'administration, article 57 de la Constitution, accuser sa propre administration de déloyauté et de trahison vis-à-vis de l'État. Parce qu'une administration qui maquille des comptes publics, elle trahit finalement son pays. Sa mission, et viole la loi 61-33 qui régit le statut général des fonctionnaires. Donc nous l'avons vécu avec beaucoup de peine. Moi personnellement, je l'ai vécu avec beaucoup de peine parce qu'au-delà des divergences, au-delà des différences, je reste très attaché à l'État du Sénégal et à l'administration que j'ai servie pendant presque 15 ans avant de voguer vers d'autres eaux. Donc d'abord un sentiment de choc. Un sentiment de sidération, je reviens encore au mot, parce que je n'ai jamais imaginé, même s'il est champion de l'outrance, qu'il irait quand même jusque-là. Maintenant, dans le fond, nous avons répondu très rapidement à travers un point de presse en montrant des faiblesses du rapport de la Chambre des affaires budgétaires et financières, premièrement. Deuxièmement, nous avons rédigé un contre-rapport exhaustif chiffré que nous avons déposé d'ailleurs auprès de la directrice générale du FMI via une délégation à Washington. Troisièmement, nous avons écrit un courrier au représentant résident du FMI pour lui proposer une réunion de travail avec nos experts économistes, avec aussi nos documents. Nous avons reçu une réponse d'attente. Finalement, la réunion n'a jamais eu lieu. Quatrièmement, nous avons sollicité des membres du régime un débat, expert contre expert, mais sans caractère politique. Parce que quand même, ces accusations sont extrêmement graves, elles sont sérieuses. Avant le régime, elles visent les fonctionnaires de l'État du Sénégal et nous voulions quand même, nous ne voulions pas que quelqu'un salisse les fonctionnaires du Sénégal. Nous les avons conviés à un débat, ils ne nous ont jamais répondu. Maintenant, nous leur avons dit, vous nous avez accusés sur des bases que personne n'a jamais vues. Maintenant, nous avons écrit, enfin, via les avocats du président Sall, pour apporter d'abord le rapport de l'inspection générale des finances, que vous le rendiez public, le rapport provisoire de la Cour des comptes, ainsi que le rapport Mazars, commandité par le gouvernement. Et à ce jour, au moment où je vous parle, nous n'avons reçu aucune réponse pour en tout cas mettre un doigt sur les accusations qui ont été formulées, non pas par l'État du Sénégal, mais par le Premier ministre lui-même. Dans la gestion justement des comptes publics,
il me semble qu'il y a un petit chaînon manquant, bon, sans aucune prétention de ma part, mais c'est simplement peut-être bon, quand un régime finissant doit déposer peut-être bon, aussi ses comptes publics, c'est que ce soit certifié par une instance à équidistance peut-être bon, du régime entrant et du régime sortant, de façon à ce que peut-être bon, il n'y ait pas possibilité de contester ce que le régime sortant a déposé sur la table pour le... Je suis d'accord. Et c'est un sujet qui a été brillamment relevé par l'ancien ministre du Plan, El Hadji Ibrahima Sall. J'ai trouvé son propos très intéressant parce qu'il disait effectivement qu'il faut même peut-être aller revoir le code de transparence qui est une transposition de la directive de l'UEMOA parce que peut-être que l'article 1.7 est mal rédigé. Effectivement, que le régime entrant avec ses fonctionnaires audite finalement le régime précédent, surtout qu'ici, il n'y a pas eu le principe du contradictoire. Donc, aucun ancien ministre des Finances du régime du président Sall n'a été saisi pour apporter ses réponses. Ce qui constitue, de mon point de vue... Et spontanément, aucun aussi ne s'est présenté peut-être bon pour apporter justement une lumière. Il n'était pas au courant. Parce que les rapports, comme vous le savez, s'écrivent dans des bureaux feutrés. Donc, si vous n'êtes pas sollicité, vous n'avez aucun moyen de ça. Vous pouvez juste entendre ça dans la rue. Mais la rue, ce n'est pas une information. Ce n'est pas en tout cas une source sérieuse. Donc, c'était verrouillé. Et c'est tant mieux que l'administration verrouille. Mais toutes les règles en termes d'audit, d'évaluation et les méthodologies recommandent effectivement de saisir les personnes concernées afin de les entendre et qu'elles donnent leur version des faits. Et ceci, effectivement, rajoute, de mon point de vue, une faiblesse majeure au rapport de la Chambre des affaires budgétaires et financières. Mais l'un dans l'autre, cette déclaration, elle a quand même posé beaucoup de problèmes à l'État du Sénégal et aux citoyens sénégalais. Parce que le FMI a suspendu sa coopération avec le Sénégal suite à ces accusations-là. Ensuite, les investisseurs ont dit stop, parce que nous n'allons pas peut-être investir dans un pays le temps de voir comment tout ça va se terminer. Et tout de suite, les marchés ont réagi, ont mal réagi. Moody's a abaissé la note du Sénégal quasiment 3 ou 4 fois depuis lors. S&P vient encore d'abaisser avant-hier la note du Sénégal et qu'elle est passée à CCC, donc très spéculative comme note. Et pire, S&P considère maintenant que le Sénégal doit être sous surveillance. Ce qu'on appelle le Credit Watch. Le Sénégal est désormais sous surveillance et que S&P peut abaisser la note du Sénégal désormais à tout moment. Donc une simple déclaration, et je trouve qu'il n'était pas nécessaire, qu'il y avait peut-être des relents politiciens, vaut finalement créer des conséquences incommensurables. Et ça ne s'arrête pas au Sénégal. C'est ça qui est dramatique, Mamadou. Vous savez que nos partenaires de l'UEMOA, certains nous en veulent. Parce que s'il y a une crise au Sénégal, quasiment deuxième économie de l'UEMOA, cela va métastaser et créer une turbulence, en tout cas dans tout le système bancaire au niveau de l'UEMOA. Moi, j'ai envie de vous titiller aussi sur un autre aspect, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir peut probablement s'entendre, ne serait-ce quand même sur des questions majeures, sur la question justement de l'économie. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité pour que peut-être toutes les forces vives de ce pays-là, y compris donc celles qui sont au pouvoir, pour apprécier un peu la situation économique et regarder maintenant quelles sont les solutions qui peuvent être des solutions collectives, indépendamment peut-être des attitudes partisanes ou peut-être des idéologies, mais pour dire simplement peut-être que, l'industrie décline, comment faire pour relancer l'économie, l'industrie. L'agriculture est en rase-morte. Est-ce qu'il y a possibilité également de s'entendre sur les vraies forces vectorielles de l'agriculture? Et j'en passe peut-être pour les autres secteurs. Mais l'idée simplement, c'est de voir si vous êtes aujourd'hui dans le camp de l'APR, prêt à pouvoir dire, on amorce un dialogue avec peut-être le pouvoir, ne serait-ce que peut-être sur les questions majeures et avoir des perceptions peut-être plus ou moins consensuelles. Alors, traditionnellement... Je rêve, peut-être que c'est un peu idéaliste. Traditionnellement, vous savez, le dialogue est toujours impulsé par les tenants du pouvoir. Traditionnellement, ça se passe comme ça depuis le début. Effectivement, le pouvoir a amorcé un dialogue, mais les termes de référence étaient quand même bâclés. Finalement, vous avez vu, ils n'ont même pas pris en compte les propositions, les avis formulés par l'opposition qui a pris part au dialogue. Et finalement, elle a même organisé une conférence de presse pour marquer publiquement sa déception. Mais je considère qu'au-delà effectivement des appareils partisans, au-delà des convictions de chacun, nous avons des sujets sur lesquels il doit y avoir quand même un consensus national. D'abord, le premier sujet, c'est la sécurité nationale. La défense du territoire, l'intégrité territoriale du Sénégal. Parce que moi, quand il y a un attentat terroriste à Diboli et que la réaction au niveau du Sénégal est molle, cela m'inquiète parce que moi, je connais Diboli, j'ai fait plusieurs fois le trajet Dakar-Bamako en voiture. Diboli, c'est à 1 km du Sénégal. C'est de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est après Kidira. Kidira, côté sénégalais, Diboli, de l'autre côté malien. Donc, la sécurité nationale, nous avons qu'à avoir un consensus là-dessus. Et l'opposition, qu'on le veuille ou pas, nous faisons preuve de responsabilité.
Nous n'accusons pas l'armée, la police. Pas nos militants sont arrêtés au quotidien. Vous n'avez jamais vu certains parmi nous dire que tel magistrat est un lâche ou mettre sur Facebook des photos de magistrats. Ça, nous ne le faisons pas. Et il faut saluer cela. Et je parle de toute l'opposition. Elle demeure quand même très radicale dans ses positions, et c'est normal, dans son approche, mais responsable et républicaine. L'école républicaine, c'est aussi important qu'on ait effectivement une forme de plateforme, en tout cas d'entente, à minima là-dessus. Pour le reste, l'APR produit de la réflexion, nous produisons des communiqués tous les 15 jours, la cellule analyse et prospective produit de la réflexion, les cadres du parti produisent de la réflexion, les hommes politiques, mon ami Thierno Alassane Sall et d'autres, produisent de la réflexion. Il n'est pas interdit au gouvernement du Sénégal de piocher dans nous ce que l'on propose dans le débat public ou dans nos communiqués ou dans nos documents, pour effectivement, si la majorité pense qu'il y a des idées intéressantes, elle peut bien entendu se servir parce que nous réfléchissons, pas pour le gouvernement, pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple sénégalais dans la diversité de ses nuances et de ses composantes. Votre incursion dans la diplomatie aussi, peut-être, bon, pourrait regarder un peu l'aspect diplomatique, comment on peut l'intégrer également dans les aspects consensuels. Ah mais absolument, la diplomatie c'est notre vitrine, parce que nos ambassadeurs sont les représentants, parce que l'ambassadeur représente le président et l'Assemblée du gouvernement dans sa juridiction, et que le Sénégal aujourd'hui, malheureusement, notre image est quelque peu écornée, il faut le reconnaître. À l'étranger, souvent les gens ne comprennent pas comment le Sénégal, jadis très grande puissance, diplomatie très feutrée, ressources humaines très compétentes, peut parfois donner une forme d'impression, de tâtonnement. On attaque la France le lundi, le mardi, sur Facebook, on attaque les États-Unis. Le surlendemain, tu as des ministres qui s'en prennent à nos alliés classiques. Parfois, c'est le Premier ministre qui s'en prend au FMI. Voilà, le Sénégal n'a pas habitué le monde à ce charivari, et je trouve que nous devrions quand même revenir à une forme d'orthodoxie, et si le régime le souhaite, si je parle vraiment de l'appareil politique qui gouverne le souhaite, ils peuvent compter sur 180 000 fonctionnaires dévoués et loyaux, notamment les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, que je connais parce que j'y ai travaillé, qui sont des républicains, des patriotes et surtout des gens compétents. Le souverainisme qu'il prétend incarner choque-t-il ou bien ameurt-il ou bien est-ce qu'il fait peur? Moi, à la limite, je peux dire que je ne sais pas ce que c'est que le souverainisme. Je sais par contre parler de souveraineté. La souveraineté, elle appartient d'abord au peuple. On ne peut pas parler de souverainisme en injuriant la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, alors qu'on nie en son sein l'importance, la vitalité finalement, ou la sacralité de la souveraineté populaire. Le Sénégal est un pays souverain, indépendant, intègre donc dans ses frontières. Le Sénégal a tous les éléments constitutifs d'un État, à savoir un gouvernement, une population et un territoire. Moi, je pense que c'est même un débat d'arrière-garde aujourd'hui de parler de souverainisme. Et c'est à la limite un débat de complexé, de gens qui ne sont pas à l'aise et qui considèrent qu'ils doivent avoir un complexe d'infériorité et qui les oblige finalement à bander les muscles ou à brandir quelque souverainisme que ce soit. Non, nous sommes un pays organisé, un État indépendant et surtout un pays civilisé. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Il a l'allure l'allure très frêle, mais c'est du lourd. Et nous l'avons expérimenté tout au long justement de ce JDD. Hamidou, merci, c'est la fin justement de notre entretien. Merci Mamadou de m'avoir invité. Avec un grand plaisir.